Bonjour Philippe, moi ça me fait vraiment super plaisir de te voir aujourd'hui et aujourd'hui on va parler de deux sujets clés qui sont comment on peut se débrouiller quand on est une petite entreprise pour avoir une bonne stratégie marketing et le deuxième point c'est l'importance du marketing automation mais bien fait, pas la mode bourrin. Alors est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Merci Fred, bah oui avec plaisir, oui, oui, donc je suis Philippe Gasto, alors moi j'ai 47 ans, je fais du marketing depuis maintenant pas mal d'années, j'ai envie de dire 20 ans peut-être. J'ai d'abord été journaliste, ensuite j'ai travaillé dans la presse écrite, puis dans la radio, un petit peu à la télé, j'ai fait de la publicité et ensuite je suis devenu responsable marketing pour des entreprises et je suis repassé indépendant il y a une petite dizaine d'années maintenant, enfin en tout cas en 2005, on va dire ça comme ça, 2015 plutôt. En 2015 j'ai commencé à redevenir indépendant. Voilà Fred. Bon, et alors justement, il y a un challenge qui arrive de plus en plus dans les entreprises. C'est important de se distinguer, de se différencier sur le marché. Et pour cela, en fait, forcément, il faut avoir des compétences marketing parce que les réseaux sociaux, ça évolue très vite. Avoir une bonne stratégie produit, une bonne offre, une communication, sans parler de la charte graphique. Les gens sont, moi je le vois, ils sont un petit peu perdus. Et de plus en plus, il y a une possibilité qui est en fait de faire appel à un directeur marketing externalisé. Alors, explique-nous un petit peu comment ça se passe. Combien ça coûte, qu'est-ce qu'on peut faire comme mission et quels sont les résultats attendus et pourquoi pas un cas pratique si tu en as. Eh bien oui, Frédéric, tu as raison. Les prestations qu'on peut proposer, en tout cas en tant que consultant indépendant, en tout cas moi c'est ce que je fais, je permets aux entreprises de gagner en visibilité et de générer des contacts qualifiés. Clairement, ça veut dire quoi? C'est tout ce que tu as dit, c'est les réseaux sociaux, les blogs, les refontes de sites web, du community management, de la publicité. Voilà, en gros, comment en fait on peut accompagner des TPE, des PME en externalisation une partie de leurs fonctions. Alors, ce qui est intéressant de reconnaître, c'est que la plupart des PME, je crois que le chiffre c'est 80%, 80% des TPE, PME externalisent une partie de leurs fonctions et c'est principalement dans l'IT. Et oui, généralement, on va faire appel à des SS2I, donc des ESN, pour placer des collaborateurs dans des entreprises, pour implémenter un CRM, pour pourquoi pas aussi mettre en place de la Power BI, tu vois, de la business intelligence. Ça peut être ça. Et puis, il y a aussi parmi toutes ces fonctions-là, il y a évidemment nos métiers à toi et moi, à savoir le marketing. Les experts marketing sont très recherchés par ces entreprises, ces TPE, PME, qui ont besoin de déployer une stratégie, de la concevoir d'abord, puis ensuite de la déployer. Et pourquoi ils font parfois appel, ces entreprises-là, à des consultants comme nous, externalisés? C'est parce que tout d'abord, ils vont gagner du temps. Ensuite, ils vont pouvoir maîtriser leur budget. On va voir cette partie-là donc, que tu as demandé à l'instant. Et aussi, ça va leur permettre aussi de tenir des plannings tout en sortant du cadre. Alors, si on réfléchit bien, en fait, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que ce gain de temps, il est aussi lié au gain de ressources. Prenons un exemple très concret. On parlera après en détail du marketing automation, mais il s'agit du marketing automation pour cette entreprise-là. Alors, on a fait appel à mes compétences pour pouvoir déployer une stratégie, puis un déploiement de marketing automation pour une entreprise qui est un organisme de formation tout simplement. Le sujet était sur le gain de temps. En interne, ils n'ont pas de ressources qui seraient en mesure de pouvoir déployer ce type d'action, ils ne connaissent pas spécialement ce marché, ne savent pas en quoi le marketing automation pourrait être une solution qui leur permettrait donc d'envoyer des messages en masse comme tu le sais, mais également de toucher les bonnes cibles en mettant en place des scénarios automatisés. Donc ça, c'était le gain de temps, le gain de ressources. On fait appel à quelqu'un. Aussi, ça permettait de sortir du cadre, c'est-à-dire que tu demandais à ce moment-là à cette entreprise, à cet organisme de formation, quelles sont les différentes solutions qui existent sur le marché. Parfois, ces TPE, PME sont un peu perdus devant la pléthore de systèmes qui existent. Alors évidemment, il y a plein de noms qui nous viennent en tête, aussi bien Sendinblue, Mailchimp, et puis après, on commence à réfléchir à Pledzi, HubSpot, Salesforce, WebMechanic. Bref, sortir du cadre, ça permet aussi aux entreprises, tu vois, de passer par un externe, par un consultant externalisé qui va pouvoir faire cette recherche d'informations. Et c'est en ça, moi d'ailleurs, que j'avais proposé de travailler avec WebMechanic parce que je connaissais de réputation l'entreprise et évidemment Stéphane Coulot qui est le directeur de cette boîte-là. Donc ça m'a permis aussi, tu vois, d'en discuter avec l'organisme de formation pour placer la bonne personne. On a parlé de gain de temps et de ressources, on a parlé de sortir du cadre et ensuite ce sont des budgets qui sont maîtrisés. L'organisme de formation avec lequel j'ai travaillé, qui a besoin de déployer ce marketing automation, voilà, il savait qu'en travaillant avec moi, il y aurait un laps de temps qui serait consacré à la conception, puis au déploiement.
concrètement, des consultants marketing proposent des temps hommes, hein, des temps jours. Voilà, donc Mhm. moi j'ai un TJM, hein, un taux jour moyen en tout cas, que je propose pour ce type de projet-là. Alors, quand on a à peu près mon âge, il faut compter, enfin, donc j'ai 47 ans, donc, pour faire appel à des consultants externalisés, voilà, on peut situer un taux jour entre, allez, si c'est en dessous des 1000 euros, c'est quand même assez rare, mais il faut compter entre 1000 et 1300 euros. Ça peut monter un peu plus selon les compétences de chacun, bien évidemment, mais entre 1000 et 1300 euros, on est à peu près sur les prix du marché. Donc ça, c'est entre 1000 et 1300 euros pour une journée d'accompagnement, hein. Mhm. Sachant qu'évidemment, quand nous sommes indépendants, c'est nous qui supportons les charges comme on le sait. Quoi qu'il en soit, ça nous permet, nous, de se dire, bah voilà, on va passer 3 jours à la conception, 3 jours à l'écriture des scénarios, et puis peut-être 3 jours au déploiement opérationnel. Voilà, je donne une grande ligne pour pouvoir Grosso modo, déployer. c'était 8 jours quoi, pour déployer le marketing Ouais, automation dans cette boîte, c'est c'est ça? ça, voilà, c'est ça. Tu dis 8 jours, ça, je crois qu'on était parti sur une dizaine de jours pour tout te dire, parce qu'il y avait aussi une part de formation Oui. de nos équipes web mécaniques qui nous ont accompagnés sur l'utilisation des logiciels. Voilà en gros comment l'externalisation marketing, hein, permet à une TPE, PME de pouvoir, en tout cas, faire appel à des compétences externes sur des projets très précis, avec un budget maîtrisé qui nous permet de sortir du cadre pour un gain de temps et de ressources. Alors justement, le marketing automation pour beaucoup de monde, ça a l'air d'être un petit peu basique. Pourtant là, c'est un organisme de formation qui était quand même assez important. Ils n'étaient pas 5 personnes, hein, ils étaient bien plus nombreux. Heu, C'est juste. qu'est-ce qu'ils faisaient, et où ils ont vu en fait qu'ils arrivaient sur un plafond de verre? Qu'est-ce qui les a bloqués dans leur solution d'emailing actuelle? Merci pour cette question parce que c'est vrai que on s'est rendu compte tout de suite que même dans des grandes structures comme celle-ci, il peut y avoir des erreurs qui peuvent arriver, tu vois? Le besoin du client était très clair. On envoie des messages, ils arrivent en spam, je ne comprends pas pourquoi. Ensuite, on fait beaucoup de choses à la mano, on doit écrire les conventions, les envoyer aux participants. Du coup, cette phase d'audit que j'ai menée en interne, en allant en discuter avec tous les services, hein, commerciaux, Mmh. marketing, bien évidemment, la direction, on s'est rendu compte d'une chose, Frédéric, c'est que, eh bien, ils envoyaient en direct les emails depuis les boîtes à Outlook. Oh oui, Alors, je sais ah pas si oui. tu sais pas si tu imagines, il pouvait y avoir 500 messages qui partaient depuis un commercial, depuis un marketeur. Quand on ne sait pas, évidemment, on peut faire ce type d'erreur, hein. C'est pour ça qu'il fallait faire appel à des gens dont le métier était justement de les accompagner sur ces questions-là, quoi. Donc, on a identifié le premier problème, hein. Évidemment, l'adresse IP était forcément abîmée, pour pas dire autre chose. Donc, il a fallu trouver des adresses IP mutualisées en passant par des solutions d'emailing, hein, typiquement Webmécanique a été le choix qu'on a fait. Donc, Mmh. le besoin a été identifié, hein. Du coup, la solution que je leur ai proposée, c'est en passant par une solution de marketing automation, on allait pouvoir automatiser des scénarios de messages. Donc, ça veut dire le participant reçoit sa convocation pour aller au stage de formation. Le donneur d'ordre reçoit la facture, évidemment, Mmh. pour pouvoir envoyer son collaborateur en formation. Il y avait aussi des messages qu'on a souhaité rédiger dans le cas de lead nurturing, hein, évidemment. Le lead nurturing, c'est quoi? C'est le fait de faire passer ton prospect au stade de client et puis Mmh. lorsqu'il est client inactif, de le faire redevenir en tout cas prospect voire client. Alors le lead nurturing, je t'apprends rien, hein, bien sûr Frédéric, c'est pas à toi que je dirais tout ça. Euh, Nous on avait souhaité en tout cas créer des scénarios pas très intrusifs. Tu sais, on voulait pas qu'il y ait trop de messages qui partent. Alors ce qu'on avait Mmh. souhaité, c'était plutôt accompagner les prospects au travers de webinars, au travers de téléchargements de livres blancs, d'infographies qui permettaient d'avoir des données sur les métiers, hein, auxquels forme l'organisme de formation. Et tout ça, une fois que le lead nurturing était créé, on a pu l'imbriquer dans des scénarios de marketing automation. Donc le marketing automation, comme tu le dis, hein, si on voit tout en masse de façon automatisée, ça ne sert à rien. Si c'est ciblé avec des lead magnets, hein, avec des contenus qui donnent vraiment de la valeur ajoutée, on a pu créer ce type de scénarios qui ont en tout cas intéressé les prospects. En Ouais, termes alors de... vas-y, Vas-y, vas-y. dis-moi. Je disais que, cette partie-là, souvent, c'est ce qui pêche dans les entreprises parce que moi, quand je l'ai mis en place plusieurs fois, on voit bien que faire la séquence, ça nécessite donc de devoir, comme tu l'as dit, définir comment on va faire passer un prospect en client, choisir les bons textes et parfois il y a quand même une recherche importante de contenu dans l'entreprise. Moi, je sais quand je l'ai fait la dernière fois, eh ben, je me dis: «Bah, attends, il y a un article de blog, il y a un webinaire, comme tu as dit, un livre blanc et cetera». Tu m'as dit que tu as passé 2 jours, c'est ça? Est-ce que tu as fait un travail avec eux? Vous avez fait des ateliers? Comment vous avez fonctionné pour cet outil-là et qui a rédigé? Est-ce qu'il y a une validation sur tout ce process? Parce que je trouve que c'est souvent le truc le plus long et c'est ce qui freine les gens à se mettre en place.
Alors pour ce projet, en effet, j'ai passé 2 jours, oui. Mais ça peut durer beaucoup plus de temps que cela, sachant que moi j'étais là en accompagnement, donc c'est-à-dire qu'on a identifié les articles de blog qu'on pouvait récupérer. Oui. On les a lus à haute voix, ça devenait des podcasts. On aurait pu, on aurait pu en tirer des points clés pour en faire des infographies. Mon accompagnement était vraiment cette partie-là. Ensuite, en interne, ils ont des équipes qui sont en mesure d'écrire, de rédiger, puisqu'ils ont une équipe marketing. Pour ma part, moi, de mémoire, j'avais écrit, je crois, 3 articles de blog simplement, puisqu'ils avaient déjà du contenu. Donc voilà, tu sais, le contenu, là, par exemple, cette vidéo pourra peut-être nous servir dans le cadre d'un podcast, d'un article de blog. Enfin, on s'en servira, c'est évident, hein. Le contenu, il faut capitaliser dessus, hein. Donc, cette recherche de contenu, comme tu le disais, dans les entreprises, ça fait toujours un peu peur parce qu'on a l'impression qu'il y a des tonnes et tonnes de choses à aller récupérer un peu partout. Alors, oui, c'est vrai, le contenu est toujours roi. Moi, je le crois encore aujourd'hui. On peut être accompagné par des solutions, hein, même pourquoi pas d'intelligence artificielle comme ChatGPT qui peut te donner Une base de travail, oui. une base de travail, bien évidemment. Je sais qu'on a le même discours tous les deux. On s'en sert pour avoir une première ébauche, on va dire ça comme ça, et après on va retravailler dessus. Enfin, en tout cas, je crois que on a déjà eu ces échanges-là tous les deux. Et c'est vrai que ça nous donne une première idée. Après, il faut retravailler. On gagne un peu de temps. Ça nous permet d'itérer, hein, de trouver de l'idéation, encore une fois, pour avoir de nouvelles pistes de réflexion. Mais en aucun cas, l'article doit être entièrement rédigé sur ChatGPT, je ne crois pas. Et les outils même de création de visuels peuvent soutenir en tout cas un discours, mais encore une fois, je ne suis pas convaincu qu'il faille en faire une illustration complète sur tous les articles du blog, quoi. Voilà. Donc oui, cette phase de contenu était importante. Ça nous a permis en tout cas d'aller un petit peu regarder tout ce qui était disponible, tout ce qui était à disposition, et puis d'un article, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a plein de choses dont on peut faire. Et puis bien sûr, il y avait ce travail qu'on a mené en snacking content pour les réseaux sociaux, en prenant des phrases clés, des débuts de texte qu'on a remis sur les réseaux, quoi. Voilà comment on peut accompagner de l'in-nurturing à chacune des étapes pour le faire grandir, en lui apportant toujours pareil des réponses au moment où il se retrouve dans son parcours d'achat. Le parcours d'achat, c'est tout d'abord le besoin, la découverte, on le sait. Ensuite, c'est la considération, on va aller creuser un peu, un webinar pourrait justement permettre à des futurs alternants, des futurs stagiaires de formation, d'aller comprendre ce qu'il y a dans un webinaire pour le métier qu'ils cherchent à obtenir. Et après la considération, il y a la phase d'achat, bien évidemment, et puis il y a tous les services, et enfin l'ambassadeur, la loyauté, hein, tout le côté fidélisation client. Et puis après, le client devient inactif, donc j'ai proposé des scénarios de marketing automation, un peu comme des triggers, hein, la date anniversaire dans le CRM. Il reçoit un message pour lui dire ça fait 1 an que vous avez commandé chez nous. Est-ce que ça vous intéresserait de découvrir le niveau 2? Enfin, évidemment, c'est peut-être mieux construit, mais en tout cas, le trigger marketing était là, rappeler des clients inactifs. Alors justement, ça c'est une chose qui est intéressante et tu l'as bien dit, la durée est importante. Le marketing automation se génère dans le temps. Moi, souvent, ce que je recommande, c'est de faire un minimum de 7 messages, enfin 5 à 7 messages qui sont programmés avec des séquences. Moi, j'aime bien utiliser la suite de Fibonacci, c'est-à-dire qu'au début, tu as une séquence qui est très importante, un petit peu comme dans un escargot, tu vois, tu as la coquille. Ouais, très Les bien. 1 ou 2 premiers messages sont très rapprochés. Plus la coquille grandit, plus les messages sont éloignés et tu gardes une relation comme ça au fil du temps. Toi, pour ce socle, hein, parce que je pense que vous n'avez pas tout mis en place, tu leur as laissé les clés du camion pour qu'ils puissent se débrouiller. C'est Au ça. départ, ils sont partis sur quel rythme et sur quel nombre de messages? Est-ce qu'ils ont parti sur 2, 3, 4, 5, 10 messages ou c'est quelque chose de moins ambitieux pour être déjà au moins sur les rails? Eh bien, alors j'aime beaucoup l'idée de l'escargot, hein. Je garderai ça en tête et je pourrais essayer de l'appliquer à mon tour. Merci Fred pour ça. La formation, c'est pas un achat impulsif, hein. C'est-à-dire que quand un collaborateur a envie d'être formé, de se former, le scénario est long. Il va devoir en parler à son N+1, son manager, qui va après se rapprocher des RH, probablement à la période des entretiens annuels. Enfin, donc, on sait que le cycle d'achat est assez long. Entre la licence du besoin et le moment où l'achat de formation s'est fait, il peut s'écouler pratiquement 6 mois. Et ensuite, la formation peut avoir lieu encore 1, voire 2 mois après. D'accord? Donc, comme ce sont des cycles assez longs, on avait donc 2 personas, hein. On avait les participants, les stagiaires, et le deuxième persona, ce sont donc les donneurs d'ordre, ceux qui vont former, enfin qui vont plutôt payer en fait, on va dire ça comme ça, quoi. Les RH. Les RH, les RF, et puis aussi les managers, on avait englobé aussi
cette partie-là, quoi. Donc, en fonction des deux cibles, on avait des messages qui étaient en effet assez rapprochés pour la cible justement des partenaires avec lesquels on allait proposer la vente de la formation, hein. Les managers, les RF, les RH et les RF, c'était des messages qui étaient plutôt concis dans le temps, enfin rapprochés dans le temps, voilà, j'y arriverai. Rapprochés dans le temps, c'est les Oui, plans de parce que c'est des formation. décideurs. Ouais. Eux, il faut les convaincre, c'est ça. Bah, il faut les convaincre sur les décideurs, comme tu dis, et puis généralement, ils sont aussi tenus de répondre à des obligations légales, comme par exemple les responsables de formation, qui généralement, avant la fin de l'année, doivent avoir fini leur plan de formation pour l'année N+1 qui arrive. Donc c'est le moment où on s'est vraiment intéressé à cette cible-là, de septembre à décembre. On les a accompagnés avec des messages qui étaient assez réguliers, il devait y en avoir un par mois, pour les faire grandir dans leurs réflexions, pour les accompagner dans leur plan de formation. Pour les managers, c'était aussi penser au moment des entretiens annuels pour faire le point sur les compétences et le développement des compétences de vos collaborateurs pour leur proposer des formations qui répondent à leurs attentes. Donc, vous voyez, entre septembre et décembre, on a été très, très présent auprès de ces cibles-là et les chiffres étaient plutôt bons puisque les taux d'ouverture, en tout cas des emailing, dépassaient les 35% sur une cible qui est plutôt autour de 20-22%, tu vois. Donc, on sentait qu'il y avait vraiment un vrai besoin. On avait le marketing automation, moi je le vois, il gagne 15 points facilement. Comme tu as dit, un taux d'ouverture moyen, c'est 20%, 35-40%, c'est vraiment le marketing automation qui est plutôt bien ciblé. Qui est plutôt bien ciblé parce qu'on répond aux attentes de nos personnes. Vraiment, le pain point, c'était identifié, hein. Un RF, un RH, en septembre-octobre, il a la tête dans le guidon sur ses plans de formation. Si on lui propose un projet qui peut répondre à son besoin immédiat, on sait que ça sera ouvert. J'avais pas les mêmes résultats lorsque j'envoyais du push marketing pour les inviter à des événements, à des journées qui étaient dans leur cœur de métier, mais dont c'était pas la priorité du moment, hein. Là, on était plutôt autour de 20%, parfois un peu moins, parfois un peu plus, mais en tout cas, on était dans des chiffres qu'on connaît, quoi. Voilà. Mais le marketing automation nous permettait vraiment de créer ce scénario en amont. Et puis, j'ai envie de dire, c'est un peu bête, mais on appuie sur le bouton, le scénario part, on regarde les stats et puis on extrait ceux qui cliquent, hein, évidemment. Ensuite, on peut proposer aussi des canaux différents parce que on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais en effet, il y a le marketing automation qui s'appuie sur des emailing, mais je trouve que c'est important de mixer les canaux, c'est-à-dire que ceux qui sont plutôt réactifs, on peut les passer au service commercial. On considère que ce sont des leads qui sont chauds, hein. Là, on va pas rentrer dans une considération de lead scoring, hein, c'est pas le propos de notre discussion, mais en tout cas, si on considère que ces destinataires des emailing ont cliqué 2 fois sur 2 messages différents, le commercial peut prendre le relais. Donc là, maintenant, cette fois-ci, soit c'est du MP, du messagerie privée sur LinkedIn. Donc là, c'est pas l'automatisation, hein. Là, on est vraiment dans une démarche d'ABM, d'Account-Based Marketing, où on est dans la dentelle. C'est le commercial qui va identifier la personne qui est intéressée à l'offre, qui va rentrer dans le détail, savoir ce qu'il peut lui apporter comme réponse à ses besoins, parce qu'ils sont identifiés, hein. Là, ils sont identifiés, donc soit c'est du MP, messagerie privée sur LinkedIn, soit c'est du calling, mais là, c'est pas du call calling, c'est vraiment des appels. Vous êtes intéressé, vous avez vu, on a vu que vous étiez intéressé par le plan de formation. Exactement. Dans tel domaine d'activité. Est-ce qu'on peut vous accompagner? Rappelez-nous, blablabla. Ouais, avec c'est bien dit ça d'ailleurs, parce parce que je trouve que justement, c'était une question qui m'a été posée, on m'avait demandé mon avis, mais alors, il faut tous avoir un avis différent, et d'ailleurs, ce sera peut-être ce qui va nourrir nos débats tous les deux juste après. Les commerciaux me demandaient, est-ce qu'on peut avoir un prospect en ligne et lui dire, j'ai vu que vous avez cliqué sur mon emailing, et voilà. Alors, dit comme ça me paraît toujours un peu délicat, parce que ça fait toujours un peu peur au prospect de se dire, bon, on est fliqué, tout le monde le sait finalement, hein, que nos données nous servent à ça. Donc, en même temps, j'ai pas envie de mentir non plus. Donc, pour moi, le meilleur discours, c'est d'être honnête si on nous pose la question. Ça, oui, écoutez, on a des outils qui nous permettent de savoir que vous avez cliqué, donc on a décelé que vous aviez un intérêt. Donc là, la discussion est tout à fait honnête. J'ai pas de sujet avec ça. En revanche, d'appeler pour dire j'ai vu que vous avez cliqué, ça me gêne un peu plus. Alors, plutôt on peut dire voilà, vous faites partie. On vous a envoyé un email la semaine. Est-ce que vous l'avez bien reçu? Parce que souvent, voilà, c'est souvent en fait
En fait, le commercial, il dit, mais est-ce que faut que j'ai un prétexte pour appeler? Parce Oui, un commercial n'aime c'est pas vrai. trop appeler dans le dur. Par contre, il se dit, bah tiens, je voulais savoir si vous avez reçu notre dernier email. Alors bien sûr, on le sait qu'il a reçu, on sait même qu'il a cliqué et sur quel lien, mais ça permet d'être un peu plus fin dans l'approche, en effet. C'est exactement ça, c'est exactement, c'est exactement ça. Voilà, ou même d'ailleurs on y va un peu plus cash, on dit voilà, vous faites partie alors, soit c'est déjà un ancien client, donc c'est assez Mm. facile, hein. Dans ce cas, l'approche est donc, on n'a pas besoin d'icebreaker parce qu'on se connaît, mais si on se connaît pas, en effet, c'est plutôt, voilà, on avait décelé des besoins qui nous ont permis de vous adresser des messages ciblés sur vos attentes du moment. Dit comme ça, je pense que c'est extrêmement clair, quoi. Écoute, j'ai pas eu de retour, moi, de commerciaux qui m'ont dit qu'ils avaient été mal reçus avec ce type de message-là. Je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit que en phase 2, ils avaient des prospects qui leur avaient annoncé qu'ils n'avaient jamais rien reçu. Alors après, il faut les vérifier dans la base pour s'assurer que le message est bien arrivé. Ouais. Et puis, alors, on s'est retrouvé dans des cas de figure où le prospect a ouvert le message. Alors, est-ce qu'il a oublié véritablement sciemment? Est-ce qu'avec le Apple Privacy qui maintenant gonfle les stats d'ouverture, tu sais, hein, Apple Privacy, maintenant, Apple a décidé que dès qu'un message arrive dans une boîte de réception, il lui attribue tout de suite un score d'ouverture. Donc, ce qui laisse supposer maintenant que bah, on ne sait pas vraiment si un destinateur d'Apple a ouvert ou non un message là, quoi. D'accord? Donc, voilà, il y a eu quelques cas de figure, je suis incapable de te le donner en pourcentage, mais bon, dans l'absolu, de toute façon, plus on est honnête, c'est évident, plus on est honnête et plus le discours est simple, cohérent, fluide, et on a bien l'impression qu'on n'est pas là pour se moquer d'eux, quoi. Voilà. Et du coup, comme tu disais tout à l'heure, je leur ai laissé les clés du camion. Donc maintenant, ils poursuivent leurs actions. Toujours en termes d'externalisation marketing, ça leur permet de voir qu'un projet a pu être mené sur un temps donné, de laisser les équipes internes sur leurs propres priorités, tout en dégageant un peu de temps pour eux pour qu'ils puissent être formés sur ces nouveaux outils. Moi, je sais qu'à la suite de ce type de prestations, souvent, les entreprises avec lesquelles je travaille, généralement, ça se passe bien, donc ils me rappellent et les accompagnent sur un autre projet. Tu vois, l'idée, c'est de maintenir le lien aussi. Alors, je pourrais faire du marketing automation avec eux, d'ailleurs, et pour faire des triggers, pour leur dire, j'ai travaillé avec vous il y a un an, diriez-vous de... Voilà. De passer au niveau 2. C'est ça, de passer au niveau 2, de passer au niveau 2, quoi. Alors justement, si on continue sur cet aspect marketing automation, puisque là c'était le sujet de notre échange, tu as choisi Web Mechanic. Alors justement, Exactement. Web Mechanic, c'est une solution française qui est grenobloise, qui bah, est bien connue dans le secteur d'activité. Ils ont même lancé un mini CRM il n'y a pas très longtemps. Alors pourquoi avoir choisi cet outil-là? Parce que c'est toi qui étais dans la phase de sélection, alors que comme tu l'as dit, tu connais Brivo, c'est anciennement Sendinblue, tu connais du Mailchimp, tu connais vraiment beaucoup d'outils. Pourquoi pour eux, tu as préféré sélectionner cet outil-là? Oui, alors, Et combien ça coûte, ce fameux outil aussi? Ça, ah, ceci. Alors, tu alors, peut-être pas en tête le non, tarif, j'ai pas en tête le tarif, exactement. Frédéric, voilà, pourquoi avoir choisi cette solution pour ceux clients-là? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup de solutions sur le marché et Webmecanic que je connais, hein, et c'est vrai qu'une solution qui est vraiment très pertinente sur le secteur. Alors, dis-nous tout. alors, il y aura le volet financier, c'est certain, que j'ai malheureusement Mmh. pas en tête, mais de toute façon, il parlera à personne puisque le budget correspond aux besoins de l'entreprise, hein. Donc, de Mmh. toute façon, dans le choix d'une solution, qu'elle soit de CRM, de marketing automation ou d'autres outils, hein, qui sont utilisés pour les commerciaux, les marketeurs, on va d'abord s'assurer que euh, l'outil qu'on demande va pouvoir répondre aux objectifs posés, hein, les objectifs qui étaient donc de pouvoir envoyer des messages donc automatisés avec des scénarios simples, d'accord? Donc du coup, on Mmh. fait une première sélection. Ensuite, on ne cherchait pas à avoir une usine à gaz qui permettait d'avoir une partie CRM à l'intérieur même de l'outil, puisque eux-mêmes utilisaient déjà un autre CRM. Donc on est Mmh. passé par des API. Je crois que Webmecanic, certainement, ne sont même pas passés par Zapier. Ils avaient leur propre API qui Ouais, pouvait être plugué directement ouais, sur des au Salesforce et CRM. compagnie. Exactement, sur les Salesforce ou de HubSpot, je crois que c'était Salesforce en l'occurrence. Donc ça, c'est un deuxième point qui nous intéresse. Et puis, ensuite, il y a le volet, encore une fois, budgétaire. Du coup, on est prêt à investir pour ce type de solution. Le ROI était un petit peu difficile à calculer à l'époque parce qu'on n'était pas en mesure d'évaluer le bénéfice obtenu par l'envoi de messagerie automation. C'est-à-dire que on s'était fixé comme objectif de pouvoir, comment ça s'appelle, pardon, automatiser. Donc ça, c'était plutôt
quali, j'ai envie de dire, automatiser et soulager des équipes marketing pour envoyer des messages là. Et on a essayé de fixer un deuxième objectif par le temps, qui était pour le coup de pouvoir faire passer de prospect à client en l'espace de 3 mois un certain volume qu'on avait identifié en interne. Alors, je ne sais plus si c'était 10%. En tout cas, quoi qu'il en soit, si c'était 10% en 3 mois, de passer de prospect à client par cette solution-là. Donc après, tu peux calculer ton ROI. Donc voilà les 3 aspects. Ensuite, il y a quand même une phase d'audit qu'on a dû mener en interne. Donc, tu me demandais pourquoi j'ai choisi WebMechanic plutôt qu'une autre. En interne, on est allé chercher quels sont les outils qu'ils utilisaient. Donc, c'est un CRM, c'était Salesforce. Donc, il fallait que la solution de market automation, en l'occurrence WebMechanic, puisse être compatible avec Salesforce. Ensuite, on avait besoin aussi d'avoir un outil qui n'était pas ce qu'on appelle une usine à gaz. Tu l'as dit en introduction, très rapidement, tu m'es mené dans plein de solutions de marketing automation. Je ne vais pas citer de concurrents que je considère comme étant des usines à gaz parce que ce serait. Enfin, ce n'est pas le propos de nos échanges, c'est plutôt de mettre l'accent sur ce qui va bien. Donc, il y avait plein de solutions que j'ai découvertes, d'autres que je connaissais, hein, que je trouve toujours un peu complexe, quoi. C'est-à-dire que les formations sont sur je ne sais pas combien de temps, c'est extrêmement précis. Ouais. Et pour une petite, enfin, c'est pas une petite PME, hein, c'est plutôt une grosse PME que j'ai accompagnée, et ça ne va à rien de partir sur des Adobe Pardot, justement, qui sont des solutions très, très importantes, qui permettent de faire des choses très, très Ouais, il fines. faut se former déjà pendant 1 ou 2 jours Il y a ça. minimum. Il faut avoir une personne dédiée. Moi, je l'ai vu. Par exemple, nous, on n'a pas fait le choix du tout de Salesforce, d'outils comme ça, parce que c'est surdimensionné. On est d'accord. Il faut être un expert, en fait. Alors, tu parlais d'expertise, tu parlais de formation, c'est aussi l'un des points qui va faire peser dans la balance. Pourquoi WebMechanic plutôt qu'un autre? On avait mis en toute transparence trois acteurs qu'on a rencontrés, et à chacun on leur a demandé ensuite, bon, et comment on bosse ensemble, quoi. Et alors il s'avère que je connaissais en effet Stéphane Crow de WebMechanic, donc moi j'avais un peu un parti pris, donc je n'ai pas voulu donner mon avis. Mais c'est vrai que dans les équipes qui ont choisi après WebMechanic se sont sentis accompagnés par une personne qui était en charge dédiée. Delphine a accompagné les équipes de l'entreprise avec lesquelles j'ai travaillé. Donc il y avait un accompagnement régulier, une formation qui n'était pas non plus trop compliquée. Il y avait un peu de e-learning pour nous permettre d'apprendre Ouais. à utiliser le logiciel. Ensuite, on avait des cas pratiques. On s'est retrouvés en équipe pour travailler dessus. Ces cas pratiques étaient corrigés ensuite, hein. Et pour finir, l'accompagnement se faisait aussi bien au travers de leur plateforme que par mail. On avait une ligne dédiée, une personne qui était responsable du compte pour lequel je travaillais, quoi. Donc voilà, ce qui fait qu'on a choisi cette entreprise plutôt qu'une autre. Et en termes de budget, je réfléchis depuis tout à l'heure, je n'arrive vraiment pas Ah à ben, trouver les j'ai chiffres. recherché pour toi. En Ah, fait, merci beaucoup. pour 40 000 contacts, c'est 910 euros. D'accord. Pour 30 000 contacts, c'est 770 euros par mois. Et quand tu passes à 100 000 contacts, tu es à 1300 euros par mois. Ce qui est un tarif comme relativement raisonnable, puisque très rapidement, pour 10 000, 20 000 contacts, tu arrives dans les 1 000 euros avec les solutions du marché. Donc, moi, par exemple, j'utilise plusieurs solutions. J'utilise du Brivo pour vraiment de l'emailing un peu tout venant, parce que c'est pas très cher. Ça débute à quelques dizaines d'euros et tu envoies sur ta base, entre guillemets, des inactifs. Moi, j'aime bien distinguer ça parce que dans le marketing automation, je mets vraiment les prospects récents. J'extrais aussi les hors-sites parce que je vends très peu à l'étranger, je vends très peu au Canada, en Suisse, au Oui, c'est Maroc, ça. etc., etc. Donc, je fais des extracts réguliers et ces gens-là, hop, une fois qu'ils ont fait quelques messages dans ma séquence de marketing automation classique, s'ils ne sont pas les acheteurs, hop, je les mets sur Brevo et en fait, j'envoie une newsletter plutôt mensuelle que ça. Donc là, ça me fait un outil quand même qui est pas cher. Et l'optique principale reste vraiment sur ces séquences, comme tu l'as dit, dans le temps. Et voilà. Et donc là, je vois quand même que un forfait en B2B, hein, je parle vraiment B2B, 1000 et quelques euros. Et en fait, ça commence à 400 euros par mois pour 10 000 contacts. Là, bon, la barre est un peu haute, mais c'est normal parce que je pense qu'ils veulent vraiment sélectionner. Puis dès que tu augmentes en nombre de contacts, finalement, ça augmente pas beaucoup. Donc on voit bien que c'est une solution qui est faite pour le B2B et qui a de l'accompagnement, parce que si le prix est trop faible au départ, bah, tu as zéro Oui, accompagnement. À 15 balles ou ouais, c'est 50 ça. balles ou 100 balles par mois, tu ne peux pas avoir d'accompagnement d'une personne. Et un Customer Success Manager qui t'accompagne, c'est important. Nous, là, et c'est vrai que quelqu'un qui te fait un rendez-vous trimestriel ou semestriel pour dire tiens, tu as fait ci, tu as fait ça, je trouve que c'est vraiment appréciable parce que, comme tu l'as dit, le problème des PME, c'est qu'il y a un nez dans le guidon et on ne prend pas de recul.
Tandis que quand tu as un Customer Success Manager ou un chargé de compte qui dit, ben voilà comment vous avez performé, voilà ce que font nos autres clients, bah, ça te donne un regard externe qui est vraiment précieux. Ouais, et puis surtout, tu parlais de chiffres, donc on peut le rapprocher au panier moyen. Tu vois, une PME, une grosse PME comme celle-ci, on connaît à peu près le panier moyen qui est généré par un lead, une fois qu'il devient client du moins. Ça nous permet du coup, si tu veux, de s'assurer que que la rentabilité de l'action, pardon, j'y arriverai, soit vraiment efficace, quoi, et surtout pérenne dans le temps. Puisque comme tu le dis, il y a quelqu'un qui les accompagne régulièrement, quoi. D'ailleurs, je crois que la solution est toujours en cours. Non, je crois pas, d'ailleurs, je sais, la solution est toujours en cours avec eux enfin, le partenariat est parti pour durer, je pense. Ouais, c'est certain, ouais, c'est certain. OK. Alors, on va bientôt arriver à la fin de notre échange. Est-ce que tu voudrais rajouter d'autres choses avec ton expertise et ton aide? Parce que toi aussi, tu as ta propre newsletter. Alors, tu utilises peut-être pas Webmecanic pour cet outil-là, mais qu'est-ce que tu peux nous donner comme ton retour d'expérience de cette année ou l'année passée sur l'emailing? Parce qu'on sait que ça change beaucoup. Là, il y a eu, il y a pas très longtemps, un changement au niveau des messageries tels que Gmail, où maintenant il faut authentifier son serveur avec les KIM et tout ça. Donc en fait, ça devient de plus en plus technique, de plus en plus pointu. Alors ça, c'est la partie vraiment technique qui est peut-être pas forcément le plus pertinent, mais est-ce que toi, tu conseillerais quelques petits trucs et astuces avec ton expert? Moi, par exemple, j'ai testé cette année le fait, en fait, d'avoir un bouton, parce qu'on fait beaucoup de webinaires comme toi, avec un bouton je veux assister en live et je veux assister en replay, enfin je veux le replay, qui vont Ouais. sur la même landing page, mais le fait d'avoir mis deux boutons, ça multiplie quasiment par deux le taux d'inscrits. Donc on se rend compte que Non. des petits trucs comme ça change la vie. Alors, donc quel est ton retour un petit peu à toi? Parce que toi aussi tu fais du marketing automation et de l'emailing. Ah bah écoute, alors j'utilise plusieurs solutions, Sendinblue, Mailchimp, j'ai essayé Doolist également. C'est vrai que finalement, je vais tester un peu des nouveautés quand elles arrivent pour regarder comment ça Mhm. fonctionne. Mais c'est vrai que j'ai gardé des habitudes avec Mailchimp où maintenant j'ai tout mis en place chez Mailchimp. C'est pas une question de j'ai pas envie de changer ou n'importe, au contraire, je vais tester à chaque fois. Mais finalement, ça tourne, ça marche bien comme j'en ai envie. Donc pour l'instant, je continue à utiliser cet outil-là. En revanche, donc les bonnes pratiques. Alors, les bonnes pratiques, c'est vrai que moi, je fais très attention à avoir une audience qui a envie de recevoir ce que j'envoie. C'est-à-dire que je préfère envoyer à très peu de personnes, entre guillemets, plutôt qu'à un grand nombre d'abonnés. Voilà. Donc, je fais ce qu'on appelle la sunset policy, c'est-à-dire que très régulièrement, tous les 2 mois, hein, je retire, enfin, je segmente du moins mon audience et je regarde tous ceux qui n'ont pas cliqué, je les retire. Tous ceux qui n'ouvrent pas depuis 2 ou 3 messages, eh ben, je les retire aussi. Donc, ce qui fait que j'adresse toujours des messages à une audience qui est finalement pas si conséquente que cela, hein. Mais en gros, je préfère envoyer ma newsletter à en gros 800 900 destinataires plutôt que d'avoir 1300 contacts qui tournent et qui finalement s'y Ouais, intéressent nisqué. pas. Ouais, et Ouais, c'est vrai que si tu as un taux d'ouverture qui est meilleur, de toute façon, tu auras aussi une meilleure délivrabilité. Et moi, ah, c'est pour ça ça aussi, que je compte. Mais bon, parfois, après, je fais des petites astuces. Par exemple, comme tu l'as dit, les inactifs, c'est un petit peu le challenge dans l'emailing ah, parce que plus ça va dans la durée, comme tu l'as dit, les gens, ils ouvrent plus parce que bah, soit ils ouvrent plus, ils n'ont plus d'intérêt, soit ils ouvrent plus parce que c'est filtré par leur messagerie. Et il y a une petite astuce qui est quand j'ai des messages vraiment importants, par exemple, quand j'ai une promo ou un ouais. webinaire ou des choses comme ça, j'envoie donc un premier message avec un objet. OK, il y a les cliqueurs, les ouvreurs, OK, c'est bon, là, je les ai. Après, en fait, je fais une segmentation des gens qui ont ouvert ou cliqué les 6 derniers mois, mais qui n'ont pas ouvert ce message-là. En 6 mois, D'accord. parfois jusqu'à 9 mois, un an, parce que c'est des gens qui avaient de l'intérêt, mais Oui. qui sont plus dedans. Et cela, et ensuite, je les recible une semaine, 10 jours, max 15 jours plus tard, plutôt une semaine, 10 jours, avec un autre intitulé, éventuellement un autre expéditeur, mais avec le corps de l'objet qui ressemble fortement. Et comme j'ai ciblé des gens qui étaient anciennement actif, eh ben, le taux d'ouverture est finalement pas si mal. À l'inverse, si j'avais reciblé la Bien sûr. totalité de ma base, bon, ça n'aurait pas fait des résultats aussi fantastiques que ça, quoi. Donc, Ouais. c'est vrai que Du les coup, petits tips, il y ouais, en du a. coup, ça nécessite que tu aies en fait ta cible, que tu archives et que tu supprimes pas. En fait, ça, Exactement. tu gardes en inactif, etc. Ouais, ouais. C'est en effet extrêmement intéressant de pouvoir vraiment cibler comme cela. Alors, de toute façon, ces emailing, moi, je pars du principe que ce sont des rendez-vous, hein. Je prends souvent cette métaphore du petit prince avec le renard, mais c'est le moment qui est attendu par ta cible, qui s'est abonné à ta newsletter, qui a envie, alors moi, en l'occurrence, c'est le premier mardi du mois, de recevoir en fait une information. Et généralement, j'ai toujours, hein,
bien sûr, d'apporter de la valeur. Je me sers assez peu finalement de cette newsletter pour pousser une information, enfin une vente de service, hein. D'accord, je peux faire la promotion d'un livre quand j'en ai écrit un ou d'un événement auquel j'avais participé, mais c'est assez rare que je m'en serve pour pousser mes prestations. Je suis vraiment dans une démarche d'inbound marketing où aussi on a besoin de faire appel à l'externalisation marketing comme je peux le faire. Je pars du principe que j'ai écrit des articles de blog qui devraient nous amener jusqu'à moi plutôt que de pousser une information s'il n'y a pas de besoin, quoi. Voilà, mais oui, en tout cas, le type que tu as donné est extrêmement malin. On n'a pas donc de la segmentation. Et puis, bien sûr, toujours, enfin, c'est peut-être très convenu par tout le monde, mais toujours de faire une relance 2-3 jours après sur les non-ouvreurs. Je continue à le faire, ce qui me permet en fait d'avoir un premier passage à pratiquement 50% de taux d'ouverture sur ma newsletter, pratiquement à 50%. Et ensuite, sur les 50% restants, 3 jours après, ils sont à 20% à peu près à ouvrir, quoi. Ce qui me permet d'avoir sur 100, on doit être à peu près 70, Qui est excellent, hein. Oui, finalement, oui. Finalement, Ah oui, oui, mais c'est vrai que quand tu as une politique de sunset vraiment très importante sur tes contacts, tu as de la bonne qualité. Ouais, c'est un choix. C'est un choix. Je préfère envoyer un message à peu de monde, mais qui semblent intéressés par ce que je raconte, plutôt que ceux qui ne s'intéressent pas, quoi. Et ensuite, j'ai pour le coup des messages qui partent automatiquement, donc, à ceux qui auraient cliqué dans les 3 dernières newsletters. Eux, ils reçoivent un message spécifique pour leur remercier de leur fidélité et de suivre mes actualités. Et je leur propose un échange téléphonique pour faire un audit de leur site web ou de leur activité sur le web pour pouvoir engager la discussion. Je me dis, eux, ils sont intéressés par ce que je raconte. Manifestement, ils lisent des articles sur mon blog. Et du coup, je leur propose avec un lien Calendly qu'on s'appelle, quoi. Et ça me permet, en tout cas, de générer des leads, ça c'est certain. Et puis parfois, de signer des clients grâce à cela, quoi. Donc, ouais. Et puis le lien Calendly, il est assez malin parce que c'est vrai que la personne, en fait, quand elle est. Moi, je le vois bien, c'est que si tu as un formulaire de contact, tu peux avoir des gens tout et n'importe quoi. bah, Parce que oui. les gens, en fait, ils envoient un message, voilà, allez hop, j'envoie un message. Et puis finalement, après, pour les recontacter, c'est compliqué, fixer le rendez-vous. Donc, si tu mets un lien Calendly, c'est comme assez impliquant. La personne, elle doit Ah, chercher dans son agenda, elle doit expliquer un petit peu son problème. Donc, elle a déjà un petit peu formalisé les choses. Et tu fais un tri et tu arrives quand même sur des personnes qui ont quand même vraiment une meilleure maturité et puis qui ont vraiment un petit peu réfléchi à leurs besoins. Là, ça, c'est quelque chose qui est très malin. Ouais, c'est très malin, comme tu dis. J'avais mis en place un chatbot sur mon site web qui était relié à mon Slack, qui lui était relié à mon WhatsApp. Enfin bref, donc il y avait tous ces liens dans tous les sens, ce qui me permettait en fait de recevoir les informations en temps réel. C'est-à-dire si quelqu'un était sur mon site à ce moment-là, donc ça peut être la nuit aussi, hein, mais la nuit, moi je coupe mon téléphone. Mais comme tu le dis, le problème du chatbot, c'est que je m'étais retrouvé avec des questions. Et sinon, on fait comment pour sortir des DNS sur son site web ou je sais pas quoi. Et Bah moi, oui, bah ouais, et du coup, bah en fait non, je suis pas à la hotline malheureusement, donc bah oui. voilà. Donc c'est vrai que du coup c'est pas des leads qualifiés. Moi ça m'a Bah, je suis d'accord avec toi. Et à un moment Du donné, coup j'avais j'ai fait arrêté ça. pareil. J'avais mis le chat live sur mon site. Ouais. Et en fait, j'avais Je des me demande si c'était étudiants. pas avec toi d'ailleurs que j'avais Ah ouais. du coup fait ça par la suite. Eh oui, j'ai mis le chat live au début. Et en fait, j'avais des étudiants qui me demandaient Ouais, des c'est ça. informations sur leur cours. Et les mecs, là, on a un sujet de mémoire, il faut un peu bosser, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai après fait le chat offline avec mon assistante qui répondait à partir d'une série de. Enfin, c'est-à-dire que les gens pouvaient poser une question et ça ne répondait jamais en live, ça arrivait dans une messagerie. Et ensuite, grâce à leur email, en fait, mon assistante avait 80 pages de FAQ et elle leur envoyait. Après, je suis passé à un chat bot utilisant ChatGPT qui, lui, est nourri à partir de mes données à moi et il répond. Et c'est vrai qu'il y a toujours un formulaire d'ailleurs de contact, mais c'est vrai que l'inconvénient de ça, et je l'ai remarqué, c'est que si tu donnes toute la réponse en fait avec de chatbot, Ouais. bah, la personne ne va pas te rappeler. Et donc, Ah non. faut bien trouver le bon dosage et dire, bah tiens, vous voulez plus d'infos, voilà. Et ou alors leur proposer de s'inscrire cette fameuse newsletter. Bah, je crois qu'on arrive d'ailleurs à la boucle est bouclée. Alors justement, on a parlé de newsletter, de marketing automation. Si on veut en savoir plus sur toi et tes prestations, qu'est-ce que tu proposes et comment on peut rentrer en contact avec toi? Eh ben écoute, par LinkedIn, bien sûr, Philippe Gasto, tu vas remettre ça, j'imagine, en propre sur le webinaire, bien sûr. Philippe Gasto, et puis mon site web, c'est e-stratégique.fr, où là, je propose donc des accompagnements pour gagner en visibilité, transformer vos prospects en clients fidèles, mais également de la formation. Soit je passe à des organismes de formation, soit je peux venir prester en direct. Et puis, bien sûr, des refonds de sites web, du community management
et puis en fait tout ce qui vous permet en fait à vous de générer du business grâce au web et grâce au digital, avec une compétence sur l'écriture, puisque j'ai été journaliste auparavant, donc j'ai encore cette fibre littéraire en moi. Voilà, Fred. Bon, merci Philippe et à très bientôt. Merci, Frédéric. À très À bientôt. bientôt. Bye bye.